Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de la Chine, de son impact sur l'économie mondiale, des actions chinoises en bourse qui sont intéressantes et on va comparer un peu avec les différents pays, que ce soit la France, les États-Unis ou même l'Inde, et de voir un peu la dynamique qu'on a eue ces dernières années et qu'on pourrait avoir prochainement sur la Chine. Est-ce que ça vaut le coup de s'investir ou pas sur la Chine, sur son marché global ou sur certaines valeurs en particulier? On va voir ça tout de suite. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Là, alors c'était l'année dernière, c'était fin 2023, donc c'était il y a un an. Mais en gros, c'est pour voir un peu surtout la part de l'économie mondiale des gros blocs et notamment des gros pays, avec toujours les États-Unis qui sont la première économie mondiale devant la Chine. Et loin derrière, on a les autres, à savoir l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Royaume-Uni, la France, Italie, Brésil, Canada. Alors plus ou moins à quelques dixièmes près, c'est toujours la même chose. Donc la Chine qui revient de loin parce qu'elle a fait un grand programme ces dernières années de mettre un peu tous les paysans chinois en ville pour avoir des métiers qui soient différents et augmenter un peu la productivité de la Chine. Donc c'est un plan qui a été fait déjà depuis quelques décennies et qui arrive maintenant à maturité, qui fait de la Chine un des premiers acteurs mondial. On le voit ici en 2004. Alors là, c'est juste sur les économies d'Asie, elle était encore plus loin sur le monde. Mais en Asie, elle était derrière. Le Japon a été quand même devant toutes les autres. 1950 milliards de dollars de PIB. Et elle est passée première, et largement première, on le voit, à 18 560 contre 4 290. Le Japon qui a la caractéristique d'avoir baissé son PIB entre 2004 et 2024. Et la mondialisation, ça n'a pas fait beaucoup de bien au Japon, notamment, qui a perdu pas mal de parts de marché. Ils avaient des spécialités, notamment sur la technologie et l'informatique, qu'ils ont... et l'automobile, qu'ils ont perdu au fur et à mesure de la concurrence, à l'inverse de la Chine qui a pris un peu des parts de marché à tout le monde. On a les différents autres pays, avec la Corée du Sud, avec l'Inde qui est intéressante aussi, on va en reparler, 722 en 2004 et plus de 4000 en 2024, donc elle n'est pas loin aussi de dépasser le Japon, c'est une économie super performante. Et puis on a quelques autres pays. Alors ils ont mis la Turquie en Asie, toujours à moitié en Asie ou à moitié en Europe. Mais bon, cette fois ils l'ont mis en Asie et quelques autres pays. Mais surtout pour voir la performance de la Chine ces dernières années. Ce qui est intéressant, c'est ça aussi, la croissance du PIB en 2024 et les perspectives en 2025. Alors on voit que l'Inde était le premier marché. On était à pas loin de 8% ces dernières années. Et là, en 2024, on a un peu baissé. On était à 7%. Et on prévoit d'être à 6,5% pour 2025. Ça reste quand même le marché où on devrait avoir la croissance la plus intéressante. Donc, ça peut être intéressant de jouer le secteur global de l'Inde si on veut aussi s'investir à l'étranger. On va voir que c'est pas forcément le cas, parce que la Chine a peut-être beaucoup de réserves. On va en reparler. La Chine, deuxième, donc, avec près de 5%. C'était l'objectif cette année, on y est presque. Autour de 4,8%, avec une légère baisse pour 2025. La Russie, avec la guerre, forcément, ça va encore baisser. Elle devrait se faire dépasser par beaucoup de pays, dont les États-Unis, qui sont à 2%. En 2025, ça vient un peu de monter. Ils ont annoncé, les États-Unis, l'objectif de 3% pour 2025. Alors on va voir s'ils vont y arriver, mais potentiellement il y aura peut-être un redémarrage. Là, c'est en date d'octobre 2024. Dernièrement, les États-Unis sont bien repartis. Grande-Bretagne, France, autour de 1%. Japon et Allemagne. On va regarder aussi le PIB. Et là aussi, on voit que la Chine, qui a énormément progressé ces dernières années, a connu quand même un petit point d'arrêt, notamment avec le Covid, forcément,
et surtout la crise de l'immobilier, hein, qui avait fait énormément de mal, et dernièrement la politique zéro Covid avec un redémarrage un peu compliqué. Donc on était quand même sur du 8%, comparable à l'Inde, hein, ces dernières années. On retrouve des niveaux beaucoup plus normaux qui se rapprochent des États-Unis avec, on le voit, pour 2029, un peu plus de 3%. Alors 2024-2025, on est toujours sur les 4 ou 5%. Ça reste quand même des chiffres intéressants. Et il y a aussi un chiffre qui me semble super intéressant à regarder et qui pourrait nous inciter à plus investir sur la Chine que ailleurs, comme aux États-Unis ou en Inde, même si ces deux marchés-là sont excellents. C'est la capacité d'épargne. Là, on a la capacité d'épargne de l'Inde. Donc, c'est en gros, hein, ce que les ménages, hein, sont capables de mettre de côté, hein, en pourcentage sur leur salaire. Et ce qu'on voit, alors là, en 2013 à 2023, on est autour des 30%. C'est quand même un chiffre relativement élevé, ce qui montre bien que l'Inde, hein, est un marché en pleine croissance. Et on va comparer avec les États-Unis, où on le voit, autour des 20%, même sous les 20%, hein, avec évidemment le creux Covid où on a baissé, puis après on a fait de l'épargne, on est remonté, mais bon. Et dernièrement, alors là ça va remonter aussi en 2024, on était plus sur les 16%, hein, 16 à 20%. C'est à peu près pareil pour la France, un petit peu moins. Alors là, j'ai pas mis les chiffres avant, j'ai que en 2015-2017, mais bon, on est autour des 14%, hein, on le voit, ça bouge pas énormément. Donc un peu moins que les États-Unis. Et on va regarder maintenant la Chine, avec une épargne, on le voit, 48, 46, 44, 46, 44, 44%. Donc c'est des chiffres, hein, vraiment énormes de capacité d'épargne de la part de la Chine, surtout encore ces dernières années, ce qui nous montre qu'il y a potentiellement quand même beaucoup de liquidités chez les Chinois qui vont pouvoir se permettre de relancer la machine assez fortement. Et on va voir notamment sur les marchés avec la crise, hein, de l'immobilier, la politique zéro Covid. Là, on a le CSI 300. Et puis enfin, quand on est arrivé ici, hein, début 2024 sur des plus bas, on a tenté un peu des retournements. Et enfin, à la rentrée 2024, le plan de relance chinois qui a été largement acheté par les marchés. On le voit, on a gagné plus de 50%, hein. Sur le CSI, 54%, et aujourd'hui on en est à plus 14%. C'est un peu la même chose sur le Dow Jones Shanghai, qui lui a été un peu moins volatile, 30%, mais par contre qui a gardé beaucoup plus, hein, on est à 20%. Et éventuellement, donc si on veut jouer ça, si on veut jouer l'indice, hein, l'équivalent d'un CAC 40 mais en Chine, on peut jouer par exemple un ETF, Amundi ETF China, donc il est à Paris, donc il est en euros, et on le voit, hein, c'est pareil, depuis l'annonce du plan de relance chinois, on est monté à 47%, et là on garde quand même plus 18%, donc ça réplique, hein, plus ou moins les indices chinois, et ça peut être intéressant aussi de s'exposer avec cet ETF là. Si on veut pas avoir une gestion passive et plutôt avoir une gestion active, on va voir quelques actions notamment qui sont en Chine et qui me semblent particulièrement intéressantes. On va commencer par Alibaba. Super valeur, Alibaba, c'est le Amazon chinois, hein, et quand on voit la performance d'Amazon, on peut espérer un peu le même destin sur Alibaba, qui est un vendeur, un e-commerce à la base, et puis qui a étendu un peu son cœur de métier pour faire aussi de la technologie et de l'IA, comme Amazon a fait dernièrement avec AWS. Donc Alibaba, c'est une superbe valeur. Là aussi, le plan de relance chinois l'a aidé. Le breakout, le pullback, et on est en train on le voit, hein, d'accumuler ici sur les moyennes les plus longues, autour de la moyenne à 200. Ça me semble super intéressant quand même de jouer. On l'a vu avec la dernière, les derniers chiffres du PIB de la Chine qui sont en train de revenir, de jouer des valeurs fortes comme ça qui ont été énormément décotées, hein, suite à la baisse des marchés chinois pendant 2 à 3 ans, et qui montrent des signes de retournement
super intéressant et qui devrait, on le voit, les volumes dernièrement, très importants pendant plus de 2 semaines, confirmer le retour des investisseurs sur Alibaba, qui est une belle valeur, qui gagne de l'argent aussi. Donc, une de mes valeurs favorites pour la Chine. Après, on a d'autres valeurs sur lesquelles j'irai pas forcément, mais c'est Bank of China, par exemple. Mais là aussi, on voit les retournements et puis les cassures ici. Alors là, je l'ai pris au Nasdaq, mais il y a différentes places de cotation éventuellement. Et notamment depuis le mois de mai, donc c'est même avant le plan de relance chinois qu'on a vu que la banque, avec sa politique de baisse des taux aussi, est en train de revenir. Alors, je ne jouerai pas forcément Bank of China. On peut aussi voir BYD. Alors, tout ce qui est véhicule électrique chinois, avec des subventions, donc une compétitivité beaucoup plus forte que les acteurs traditionnels, notamment les Américains et les Européens, qui ont beaucoup de mal. On a Tesla qui survit un peu, mais alors Tesla, ils ont aussi la différence, c'est que ils vont gagner de l'argent en vendant des autorisations de polluer, en fait, parce que les grands groupes qui continuent à vendre du thermique, si ils vendent pas assez d'électrique, ils peuvent acheter des crédits à Tesla. Donc Tesla, ils vont pas gagner tout leur argent avec leur véhicule électrique, ils vont aussi en gagner parce que comme ils sont zéro émission, parce que c'est des véhicules électriques, ils vont vendre des droits à polluer en fait aux autres entreprises. Alors Tesla, c'est encore un peu particulier, mais sinon sur les autres constructeurs, oui, BYD, super intéressant, c'est un vendeur de masse très important en Chine et qui est en train de prendre de plus en plus de parts de marché, notamment en Amérique et en Europe. Et on l'a vu ici, le retournement qui s'est fait à l'été 2024. Et on a recassé ces niveaux-là, notamment sur l'annonce du plan de relance chinois à la rentrée, en septembre. Et depuis, on fait le pullback, mais on voit qu'on est en train de finir un peu cette consolidation, ce retour sur les moyennes pour repartir, parce que la Chine retrouve de l'allant et les constructeurs automobiles traditionnels n'arrivent pas sur l'électrique, ils ont pris pas mal de retard. Ça va profiter aux Chinois, dont BYD, dont Geely, là aussi énorme. Alors Geely, ils ont fait encore mieux parce que le plan de relance, ils ont fait du plus 83% et actuellement on est à plus 65% par rapport à l'annonce du plan de relance, donc on a quasiment rien perdu sur Geely. C'est une de celles qui a le mieux fonctionné. Là aussi, après des années de baisse, l'électrique chinois est en train de démarrer vraiment et de prendre la place partout dans le monde. Et enfin, on a Xpeng sur les véhicules électriques aussi. Je le vois, les graphes sont à peu près identiques, avec une tentative de rebond notamment à l'été 2023, mais surtout, dernièrement, on le voit ici à nouveau, cassure de la moyenne à 200, septembre 2024, le plan de relance chinois, on a le breakout et derrière la consolidation, et on voit qu'on perd pas beaucoup, c'est ça qui est important. Le pullback, il est relativement faible, ce qui nous indique quand même une accumulation sur des niveaux intéressants avant une continuation de la séquence haussière sur Xpeng. Donc là aussi, on est super favorable sur les trois valeurs chinoises de véhicules électriques. On a également Dada Nexus, notamment dans l'informatique et les logiciels. Et là aussi, les graphes, forcément, toujours un peu identiques au marché chinois, avec une baisse pendant ces 2-3 dernières années. Et alors, on a eu un rebond plutôt fort et intéressant ici, fin d'année 2022, début 2023. Malheureusement, on a tout reperdu. On a créé un gap ici au début de l'année 2024. Et ce gap, il n'a toujours pas été comblé. Donc ce sera là, je pense, un vrai niveau clé pour Dada Nexus. Mais en attendant, ce qu'on peut voir, c'est que elle a perdu beaucoup, mais elle commence à être rachetée parce que le plus bas ici du début d'année 2024, s'il a été un peu enfoncé, on y est revenu et puis on l'a souvent joué. Et là, on est encore dessus à nouveau, autour des 1,30, 1,34, 1,36, avec une deuxième tentative de rebond ici. Si l'informatique revient bien, on le voit en Europe, c'est pas encore le cas. Aux États-Unis, c'est moyen, mais c'est un peu mieux. Mais en Chine, ça pourrait nous faire quand même une remontée assez impressionnante et une résurrection pour Dada Nexus. Alors actuellement, on n'a pas les signaux d'entrée,
qui serait donc le comblage de gap sur les 3,12, mais on en est très loin hein, sur les 1,33. Je pense qu'on peut peut-être pyramider une position avec une première maintenant et une deuxième ou une troisième sur la cassure effective des 3,12 parce que le marché chinois est en train de revenir. On a également Industrial and Commercial Bank of China, donc là aussi, hein, on le voit pour s'exposer un peu aux bancaires chinoises et au marché dans sa globalité, avec des temps plutôt longs. On le voit sur cette figure, 2018, 2021. Alors, c'est pas ma favorite non plus, hein, d'autant que là, je ne l'ai pas pris en Chine aussi, je l'ai pris au Nasdaq, on n'a pas les volumes plutôt pertinents, mais on voit la cassure. Cet été, là aussi, le commerce chinois a quand même donné des signes de reprise avant l'annonce en septembre du plan de relance chinois. Donc on l'a vu notamment ici hein, sur industrie et commerce, avec un rebond et une première cassure. Et sur le plan de relance, on l'a cassé une nouvelle fois et on voit l'inversion de tendance qui est en train de se faire. Donc ça peut aussi être intéressant. PDD Holding, notamment sur la mise en relation en entreprise de commerce en Chine. Moyen. On en a eu pas mal d'échecs là sur. Alors là, c'est pareil, hein, je l'ai pris au Nasdaq. Sur les 164 ou 152, on a été souvent en échec. On a cassé la moyenne à 200 et on évolue en dessous. Pour le moment, on serait plutôt prudent et patient avec cette valeur. Maintenant, si on a un retournement, et on suit aussi l'oblique blanche ici, hein, qu'on avait depuis 2022, 2023, hop, on l'a cassé ici 2024. On est passé en dessous et là, on est encore en dessous. Donc, il faudrait plutôt revenir au-dessus et surtout jouer la moyenne à 200, je pense, pour se intéresser à PDD, qui, elle, semble un peu moins sûre en court terme. On attendra plus de signaux intéressants. PetroChina, là aussi intéressante parce que déjà elle a bien progressé ces dernières années. On est où en 2024? On est là. On est sur les 0,6. Elle est montée sur les 1,08. On est revenu sur les 0,7. Une phase, on le voit, hein, de conso sur la moyenne à 200, une petite phase de dégradation, et puis on revient au-dessus, et on n'est pas loin de revenir. Donc je pense que sur ces niveaux-là, autour hein, des 0,85, donc là c'est pareil, hein, c'est au Nasdaq, c'est en OTC, ça peut être intéressant de surveiller cette valeur-là, qui a un trend plutôt haussier, et avec la reprise de la demande hein, chinoise, PetroChina pourrait avoir les prix qui sont tirés vers le haut. Tencent, le spécialiste des jeux notamment, super intéressant aussi. On la suivait depuis un moment et on voit, alors ici, tentative avortée, mais surtout là, un support intéressant sur les 37 qui avait été un peu enfoncé mais qu'on a rejoué, qui coïncide avec le retournement effectif au mois d'avril hein, 2024 et le plan de relance chinois ici en septembre pour mettre le plus haut. Depuis, qu'est-ce qu'on fait? On consolide un peu, on revient sur la moyenne à 200. Donc, ce qu'on peut surveiller éventuellement, c'est ça, hein, c'est cette oblique sur les plus hauts. Ce travail qui va être fait sur la moyenne à 200. Et puis, la cassure, là aussi, pour continuer la tendance haussière sur Tencent, on est plutôt aussi largement favorable avec éventuellement hein, une oblique un peu long terme comme ça ou un peu plus court terme qui suit plus ou moins la moyenne à 200. Mais là aussi, sur Tencent, on est plutôt favorable si on revient à dépasser, on va dire, les 50 ou les 53. Et on en est assez proche. Xiaomi, sur les téléphones portables notamment. Alors là, ce qui peut être intéressant de faire sur Xiaomi, c'est de jouer la figure tasse à vacances. Parce qu'on le voit plus haut 2020, plus haut 2024, échec. 4,76. On a fait un échec et on fait une belle figure de tasse ici. Et ce qu'on cherche maintenant, c'est l'anse. Il y a une figure chartiste assez connue. Et quand on a la cassure, hein, généralement, c'est un signal d'achat. Donc, ce qu'elle nous fait après l'échec ici de la tasse, c'est un retour ici et l'anse. Et l'anse, c'est quoi? C'est comme la tasse, mais avec une intensité moindre et un temps moindre. C'est-à-dire qu'on va refaire la même figure, mais qui va être plus petite et qui va être plus courte.
plus petite en intensité et plus courte en temps. Et donc, une fois qu'on va essayer de casser l'anse et qu'on va casser, ici, on aura un signal d'achat pour avoir un gros démarrage de la valeur. Donc, sur Xiaomi, à court terme, on le voit, hein, on va certainement construire un peu plus bas. Mais c'est une valeur à surveiller et on peut se mettre une alerte ici pour surveiller Xiaomi. Et enfin, si on veut, on l'a vu avec l'ETF d'Amundi s'exposer en Chine, mais avec des valeurs plutôt en euros, on peut aussi jouer des valeurs françaises qui ont pas mal de ventes, notamment en Chine. On connaît évidemment le luxe, donc on a Hermès, qui vient de taper ses plus hauts historiques là, récemment, qui a fait encore un nouveau gap sur les résultats de Richemont. Donc si on veut jouer le retour de la Chine et du luxe, on va jouer évidemment Hermès. Donc on pourra le jouer à Paris, on pourra le jouer sur un PEA, etc. Donc ça peut être intéressant d'acheter du luxe avec Hermès. On va éviter Kering. Et évidemment LVMH, première pondération du CAC 40, qui elle aussi alors, a fait des chiffres un peu moins bien, mais les bons résultats du luxe devraient aussi lui permettre de bien fonctionner. Et puis elle a enfin réussi à retrouver un cours au-dessus de la moyenne à 200. Et même si on vient le combler ces prochains jours, elle a quand même donné une dynamique de fin de baisse et on va certainement aller reconstruire vers le haut sur LVMH, donc plutôt favorable aussi. Et enfin, une dernière que j'aime bien, c'est SEB. Pourquoi SEB? Parce qu'elle a énormément de ventes sur le continent chinois, notamment sur les classes moyennes, avec le petit et moyen électroménager. Et on l'a vu sur l'épargne, l'épargne des Chinois qui est super intéressante. Quand la confiance va revenir, les Chinois vont redépenser à nouveau. C'est peut-être ce qu'on a déjà eu sur le quatrième trimestre 2024, sur le luxe et sur Richemont. Et la Chine, donc, qui commence à redépenser et qui pourrait tirer aussi SEB vers le haut. On l'a vu, SEB, avec ce carré bleu, là, c'était les zones de réinvestissement long terme sur lesquelles on est revenu depuis 2023, qui ont toujours été achetées. Là, on était en train de la jouer, peut-être un peu à la baisse, et finalement, boum, le petit rebond avec les chiffres du luxe. Donc là aussi sur SEB, ça peut être intéressant. On est sur les 87. Le but, c'est de retrouver une tendance un peu plus favorable. Et elle aura certainement des chiffres intéressants aussi fin 2024, début 2025. Donc là, on est sur des niveaux plutôt clés à acheter sur SEB. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des actions chinoises, si vous les achetez au Nasdaq ou ailleurs, si vous jouez la Chine avec le secteur du luxe ou autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai. Bon trade, à plus!